Les nudges numériques. Comment les concepteurs de technologies de l'information et de la communication peuvent-ils influencer le comportement des utilisateurs? Comment réduire la saleté dans les toilettes publiques? Pour ce faire, certains lieux ont recours à un nudge, c'est-à-dire une incitation indirecte qui dirige les comportements. Vu la complexité de la psychologie masculine, il suffit en fait de dessiner une mouche dans les urinoirs pour que ces messieurs visent correctement. L'idée des nudges est de ne pas limiter le choix de l'utilisateur, mais de rendre un choix particulier plus attractif. Les personnes en charge de concevoir ces interventions deviennent ainsi des architectes du choix. Thaler et Sunstein parlent de paternalisme libéral. Les utilisations de nudge peuvent être très variées, allant de l'incitation à manger des légumes en changeant la disposition des aliments dans une cafétéria, à l'incitation à mettre les déchets à la poubelle en rendant l'acte amusant, ou pour faire de l'exercice, comme dans cet exemple où des marches d'escalier sont transformées en touches de piano pour inciter les utilisateurs à monter à pied. Les concepteurs d'interfaces utilisateurs sont eux aussi des architectes du choix, car ils peuvent influencer la manière dont leurs systèmes sont utilisés à travers des nudges numériques. Par exemple, le feedback qu'ils donnent ou les choix par défaut qu'ils définissent peuvent fortement changer les comportements. Donner du feedback est un élément clé pour la motivation. Dans une étude, par exemple, des participants doivent remplir une tâche simple et pas forcément agréable. Ils doivent entourer toutes les lettres A dans un texte. Une fois la tâche terminée, ils doivent rendre leur travail à un assistant pour recevoir leur paiement. Une fois le travail rendu, ils remplissent un questionnaire qui leur demande s'ils trouvaient la tâche satisfaisante, les participants ayant été divisés en 3 groupes. Pour le premier groupe, au moment de rendre le travail, l'assistant regarde la feuille, hoche de la tête pour donner un petit feedback aux participants et pose la feuille sur un tas. Dans cette condition, les participants sont plutôt satisfaits. Dans le deuxième groupe, l'assistant ne donne pas de feedback et détruit immédiatement le travail du participant. Dans cette condition, on peut l'imaginer, les participants ne sont pas satisfaits du tout. Mais la partie intéressante est le troisième groupe, dans lequel l'assistant pose la feuille sur un tas sans donner de feedback, même pas un moindre feedback. C'est un petit peu comme la première condition, mais sans feedback et sans destruction de documents. Dans cette dernière condition, les participants sont presque aussi insatisfaits que lorsqu'on détruit leur travail sous leurs yeux. Motiver les gens à contribuer est un défi majeur des médias sociaux pour lesquels le contenu est principalement généré par les utilisateurs. Pour ce faire, ils mettent en place des mécanismes de feedback social implicites comme le nombre de vues ou explicites comme le nombre de likes ou de commentaires. Des sites comme TripAdvisor permettent à des restaurants de recevoir du feedback de leurs consommateurs et de se faire une réputation en ligne. Comme ces sites doivent motiver les consommateurs à poster du feedback, ils mettent en place un mécanisme de feedback sur le feedback, qui permet par exemple d'indiquer si le feedback d'un autre consommateur était utile ou non. Au-delà des médias sociaux, trouver des bons moyens pour motiver ses employés et collaborateurs est un défi majeur pour la plupart des organisations. Un type de feedback qui est devenu très populaire est l'utilisation de badges, de points, de classements ou autres mécanismes tirés des jeux vidéo. On retrouve cette gamification dans des systèmes qui n'ont a priori rien de divertissant, tels que des systèmes de gestion de connaissances ou des applications d'apprentissage de langue. L'option par défaut est un deuxième outil des architectes du choix. Ils comptent sur le fait qu'il faut faire un effort pour changer le choix par défaut et que par conséquent, peu de personnes ne le font. L'inscription par défaut à une mailing list, par exemple quand on remplit un formulaire quelconque en ligne, est un exemple de choix par défaut. Il en est de même des préférences de protection des données personnelles sur les réseaux sociaux. Un exemple de choix par défaut dans un autre domaine est le consentement pour le don d'organes. Dans certains pays, comme la Suisse, par défaut, les habitants ne sont pas donneurs. Ils doivent activement chercher à le devenir. Dans d'autres pays, les habitants sont donneurs par défaut. On parle de politique du consentement présumé. Dans ces pays, les taux de transplantation d'organes sont généralement plus élevés. Mais un tel changement n'est-il pas neutre éthiquement ? Thaler et Sunstein proposent 3 principes pour guider la conception de nudge. 1. Le nudge devrait être transparent et ne pas induire en erreur. 2. Il devrait être le plus facile possible de décider de ne pas suivre le nudge. C'est ce que l'on appelle l'opt-out. 3. Il devrait y avoir une bonne raison de croire que le comportement encouragé
améliore le bien-être de ceux qui sont nudgés. En résumé, la façon dont une interface utilisateur est conçue peut influencer ou nudger le comportement des utilisateurs par des interventions qui peuvent paraître aussi triviales que de cocher une case par défaut ou non. L'utilisation de nudge peut augmenter des comportements désirables ou au contraire réduire des comportements indésirables. Mais prendre la décision de ce qui est désirable ou non et concevoir des systèmes qui changent le comportement des utilisateurs pose des défis éthiques qu'il faut adresser.